Je sais pas. Bonjour, on est sur la scène centrale du Téléthon Gaming. Il y a beaucoup de bruit autour, donc j'espère qu'on va essayer de s'entendre tous et de pouvoir discuter tous ensemble. Alors on a sur le plateau Mathéus qui va être avec moi pour animer cette rencontre. Il y a Emma qui va nous parler de son quotidien. Moi j'ai plein de questions à te poser. Et puis on a deux chercheurs. Alors moi en fait, je vous croise dans la rue, j'ai l'impression que vous sortez du collège. On est d'accord? Et en fait, vous êtes deux chercheurs qui travaillaient grâce à l'argent qu'on récolte ici tous ensemble ce soir pendant 3 jours. Donc moi, ça m'intéresse de savoir. On a déjà commencé à discuter parce que moi, je n'y connais rien en biologie. Je suis resté aux boîtes de pétri qu'on avait éventuellement au lycée ou au collège. Mais ça va pas beaucoup plus loin. Donc ça m'intéresse, j'ai plein de questions. Mathéus ? On a Quentin et Morgane qui sont là. Et puis comme on sort du collège, c'est tout vrai pour nous. Voilà. On va pouvoir vous le dire. Alors déjà, moi, ce que je voulais, ce que j'ai appris moi en venant sur ce Téléthon Gaming, c'est que dans l'association du Téléthon, je le savais déjà, mais je le touche encore plus près, c'est que les malades sont très impliqués dans les processus de recherche, les phases de recherche. Est-ce qu'il y a des échanges entre vous, malades, et les chercheurs? Est-ce que vous vous rencontrez régulièrement? Est-ce que vous parlez de vos travaux? Est-ce que vous communiquez aux malades vos avancées? Comment ça se passe entre vous? Je commence. Pour autant dire que dans mon quotidien de chercheur, je rencontre assez peu de malades. Ouais. En définitive, moi je fais beaucoup de laboratoire. Le matin, j'arrive au laboratoire, je m'occupe de mon environnement de laboratoire. Ça m'arrive de rencontrer des malades dans ce genre d'événements, par exemple. Également dans les congrès internationaux, notamment sur la myotrophie spinale. J'ai un congrès auquel je vais participer en 2024 qui s'appelle SMA Europe. Donc c'est quoi la myotrophie spinale? La myotrophie spinale, c'est une maladie qui touche les motoneurones, dont elle est atteinte ici. D'accord. Absolument, tu peux peut-être en parler. Oh, je pense que tu en parleras beaucoup mieux que moi. Je sais pas. Je sais pas. C'est pas forcément. Ton sujet de recherche. Oui, mais t'es la mieux placée quand même. Vas-y, je t'en prie. Attends, vas-y, je vais essayer de vulgariser. Ça se peut, Vas-y, tu me dis si c'est faux ce que je dis, mais du coup, comment on me l'a vulgarisé, c'est que j'ai un gène qui, en tout cas, fait en sorte que mes muscles comprennent l'information, mais qu'à 50%, parce qu'il a une sorte de faute de frappe dedans, ce gène. Il y a le chercheur qui valide ou pas l'explication. Ils sont OK. Je trouve ça génial. Mais voilà. La faute de frappe, c'est une bonne manière d'expliquer. Ce que je peux dire, en fait, la myotrophie spinale, c'est une dégénérescence des motoneurones. Ce dont on parlait, en fait, les motoneurones sont les neurones qui sont placés au niveau de la moelle épinière et qui vont innerver les muscles de notre corps. Alors, quand tu dis innervé, ça veut dire que quand ton cerveau donne un ordre, absolument, pour que se transmette ça descend au dans la moelle muscle, épinière. Ça passe par le muscle épinière. Et donc, il y a un endroit où l'information ne passe plus. En fait, il y a un endroit où le motoneurone qui est dans la moelle épinière doit aller connecter le muscle. Et ce motoneurone, en fait, comme il y a cette faute de frappe au niveau du gène, comme tu l'as très bien dit. Du coup, au niveau spinal. La myotrophie spinale. Donc, c'est dans ta colonne vertébrale. Absolument. Oui. Qu'il y a ces motoneurones qui vont malheureusement dégénérer et qui vont perdre la connexion avec le muscle. Ouais. Du coup, ça avec un taux de pourcentage de perte d'information. Exactement. Okay. Mais alors, est-ce que j'ai une question toute bête, mais est-ce que c'est tous les neurones de la colonne, de la moelle épinière qui sont atteints ou seulement quelques-uns? Et donc, est-ce qu'on agit sur ces quelques fibres neuronales ou est-ce qu'il faut agir sur toute la moelle épinière? En fait, c'est quelques-uns. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle les motoneurones spinaux, qui se trouvent vraiment au niveau de la moelle, et les motoneurones crâniaux, en fait, qui se trouvent au niveau de la partie supérieure. Et en fait, on se rend compte que vraiment, les motoneurones qui sont sur la partie supérieure ne dégénèrent pas, alors que les motoneurones qui sont sur la partie postérieure, en fait, la plus basse, dégénèrent. Donc, ils ne survivent pas de la même façon, en fait. Il y a vraiment une catégorie de motoneurones qui dégénèrent par rapport à une autre catégorie qui reste en vie. Ça a l'air fort complexe tout ça. Depuis combien de temps c'est tout ça? Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte ici sur ces jours qu'on est là, où la recherche avance, et il n'y a pas très longtemps qu'on connaît ces maladies. Alors, c'est une très bonne question. Au niveau de l'histoire de la SMA, je ne peux pas vous dire à partir de quand est-ce qu'on connaît exactement le gène qui a été découvert comme étant muté dans cette pathologie. Ce que je sais, c'est qu'on travaille, le Téléthon, ça fait un petit moment qu'il travaille dessus. Et la première... Le Téléthon, c'est 58 par là? Non, pas le Téléthon. Non. La FM Téléthon. Non, la FM Téléthon, c'est 87, le premier Téléthon. Oui. Et Téléthon, c'est 81. 87, me semble-t-il, le premier Téléthon en France. C'est la 37e édition du Téléthon.
Il me semble. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, si on fait les comptes. Non, c'est plus. Oui, c'est pas Ouais. 50. Non. Donc, la première découverte par Martin Berkitz, elle a été faite en 2005 ou 2006 pour le potentiellement traiter cette maladie. Et il me semble que le Zolgen SMA est arrivé en test clinique, en essai clinique en 2019, si je dis pas de bêtises. Donc c'est tout nouveau. En fait, les traitements sont récents, relativement récents. La découverte exactement de la maladie, je sais pas. Et alors Emma, tu as découvert à quel moment que tu étais atteinte de cette maladie? Est-ce que le diagnostic, parce que comme c'est une maladie rare, je présume que ton médecin de quartier, il ne peut pas diagnostiquer ce type de maladie. Comment ça s'est passé, effectivement, il n'a pas du tout détecté, puisque en fait, je tombais souvent. Ouais. Moi, j'étais diagnostiquée à l'âge de 10 ans, parce que en fait, j'ai eu 10 ans d'errance médicale, parce que j'ai eu des médecins assez incompétents, parce qu'ils disaient que c'était la faute de ma mère si je tombais, parce qu'elle me couvait trop. Voilà, donc on a vécu tout le temps avec ça, avec ma mère. Après, à la décharge du médecin de famille ou de quartier, c'est que c'est très pointu. Même pas, parce qu'en fait, je n'avais juste pas de réflexe rotulien. Et c'est déjà un signe avant-coureur de il y a un souci neuro. D'accord. Donc c'est aussi souvent confondu avec la myopathie. D'accord. Mais voilà, donc on a eu tout un... Enfin voilà, beaucoup de recherches en tout cas de la part de ma mère, etc. Et puis on a fini à aller voir des neurologues, etc. On a fait donc des électromyogrammes avec planter des aiguilles dans les muscles, etc. C'est un bonheur. Ah ça doit être cool. Quand on a 10 ans, ouais, c'est super. mais voilà, donc c'est là on a parce que du coup les neurologues pensaient que j'avais une myopathie, et donc pour déterminer ça, et on a fait donc cet électromyogramme qui du coup a permis de déterminer une amyotrophie spinale de type 3 du coup, et 4 copies. Si ça t'aide. Oui, oui. En fait, ce qu'on dit, c'est que donc c'est lié à, pour être un peu plus scientifique, à une délétion du gène SMN, en fait, et dépendamment du nombre de copies de ce gène, ce qu'on appelle le gène SMN2, ça va dépendre de la sévérité de la pathologie. Et plus on a de copies, et moins on est sévèrement atteint. Alors toi, Quentin, tu es bioinformaticien. Alors moi, j'aimerais savoir, tu fais de la biologie ou de l'informatique? Il faut savoir. Il y a un moment, il faut choisir. En fait, je fais les deux. Alors justement, c'est que, concrètement, t'es plus devant un ordinateur ou plus devant un pétri? 100% sur un ordinateur. D'accord. C'est ta différence avec Morgane? Exactement. C'est ce qu'on appelle wet lab et dry lab. D'accord. Les personnes qui font du dry lab, donc du sec, sont derrière un ordinateur, et les personnes qui font du wet lab font du mouillé, donc sur une paillasse avec des produits en train de manipuler des cellules. Il y a des gens qui disent sur une paillasse, ils se disent c'est quoi le truc sur de la paille dans une grange, quoi. Alors non, la paillasse, rappelez-vous vos années collège, vous avez un robinet au milieu en général, deux élèves d'un côté, deux élèves de l'autre, et c'est des carreaux blancs. Et la paillasse, ça sert à travailler dessus, c'est ça? C'est toujours des carreaux blancs. C'est toujours des carreaux blancs. Parce que moi j'ai fait mes études, il y a des carreaux blancs. Chez nous, il y a des carreaux blancs. Comme je suis probablement le plus vieux ici, j'ai connu les carreaux blancs quand j'étais au collège, donc ça n'a pas changé. Donc. Moi je viens de Belgique, il n'y a pas de paillasse. Il doit y avoir des paillasses en Belgique. Mais oui, ça s'appelle pas paillasse peut-être. Donc on t'a arrêté, ouais. Donc toi, t'es pas paillasse. Je fais de la bioinformatique, donc 100% derrière le PC. Ouais. C'est un mélange d'informatique et de biologie. Donc je traite des données qui sont gérées par des personnes comme Morgane. Donc en fait, Morgane, il génère des quantités de data avec les cellules qu'il manipule au quotidien. Ouais. Et il faut des bioinformaticiens pour les comprendre, les interpréter, développer les outils adéquats pour les interpréter également. Et donc tout ça, c'est mon métier. Tout à l'heure, le docteur Nissan, qui m'a d'ailleurs qui m'a donné cette blouse pour que je fasse l'interview de Samuel Etienne Ravier. Je ne suis pas chercheur, je ne suis pas non plus un imposteur. C'est un cadeau du docteur Nissan. Il nous montrait en fait des analyses automatiques par des microscopes qui regardaient dans des boîtes où il y avait plein de petits tubes et plein de petites éprouvettes qui lâchaient des choses dedans. Et il me disait c'est une interprétation automatique du microscope qui interprète ensuite dans chacun des petits tubes si ça marche, ça fonctionne ou pas. C'est ce type de données, parce qu'il y a je ne sais pas combien de trous dans les éprouvettes. Et donc, 384 ou 96, ça dépend. Et donc, il faut forcément une aide informatique pour gérer ça. C'est ce genre de choses. Ça peut être ce type d'outil, oui, qui est développé en bioinformatique. Alors ça, c'est spécifique à l'imagerie. D'accord. Nous, au laboratoire, les bioinformaticiens, en général, ils sont plus experts dans l'analyse de données, donc de type protéines, ARN, etc. Donc c'est plutôt des choses qui sont séquencées via le produit des cellules. Mais alors ça veut dire, comme tu parlais tout à l'heure d'une faute de frappe, toi tu es capable de voir la faute de frappe? Ça c'est ce qu'on appelle la génomique.
Ouais. Et donc l'analyse en fait de l'ADN des patients permet de révéler les fautes de frappe, par exemple. Mais alors, excuse-moi, concrètement, tu vois l'anomalie dans une ligne de code. Comment ça C'est un petit peu ça. En fait, on prend l'ADN des patients, on le séquence, donc on casse l'ADN parce que l'ADN c'est extrêmement long. Ouais. On le casse en 2 mètres. petits morceaux. C'est 2 mètres Dans exactement. chaque cellule. Ouais. J'ai révisé, il m'a Si fait un on quiz fait de Dr Nissan. 2 maintenant, mètres je sais. fois 150 milliards, on peut faire 105... Non, c'est combien de milliards 10 milliards Je 10 sais 000 pas. de cellules. On a 10 000 milliards de cellules et Par on 2 peut- mètres, ça fait pas mal. et on peut faire 150 000 fois l'aller-retour entre la Terre et la Lune. Ça, c'est ce qu'on enseigne aux élèves aux 1000 étudiants. chercheurs quand on va dans les écoles. D'accord. Du coup, les fautes de frappe. Ouais. On disait... que tu les vois. Concrètement, comment ça se Oui. voit? Alors, C'est-à-dire que on casse l'ADN on en casse plein de petits l'ADN. morceaux. Donc ça veut dire que tu as sur ton écran, pour parler concrètement, pour que les gens comprennent, tu as devant ton écran des chiffres ou des lettres, enfin ça je ne sais C'est pas. ça, c'est ça. Et toi tu repères que là il devrait y avoir un A, il y a un B, Exactement. En fait, on a ce qu'on appelle un génome de référence. qui est le bon génome. Donc, c'est pas vraiment le Génome bon sain. génome, mais c'est un génome qui est... parce qu'on a tous des différences entre c'est pour ça qu'on est tous différents, entre guillemets. Et on a établi un génome de référence qui est à peu près une séquence d'ADN qui est à peu près commune entre tous les individus sur Terre. Ouais. Et on la compare, en fait, l'ADN de n'importe qui. Ça peut être des patients, ça peut être des personnes témoins, etc. On la compare à ce génome de référence et on regarde si c'est à peu près la même chose. Et il y a certains endroits critiques où si ça n'est pas la même chose, donc une faute de frappe, Ouais. on va s'en apercevoir. Et dans ce cas, on va pouvoir établir le diagnostic. Et donc là c'est là que tu passes la patate chaude Moi, c'est dans au le- biologiste. À la patate chaude, on se la renvoie mutuellement très souvent. Ouais. Ça fait des allers-retours entre la paillasse et l'ordinateur. Non, j'allais dire que tout à l'heure, il est venu sur mon live, je lui ai demandé tiens d'où ça vient, quelle donnée du travail. Donc les données, elles viennent de chez toi, Morgane. En fait, Et puis lui, il analyse tes données. ouais, il y a plusieurs C'est manières pas de si simple. procéder. C'est Il y a- pas il y a si rien qui est simple. En fait, en général, ce qui se passe, c'est ça. Ça veut dire que nous, on travaille avec des cellules. Et ce qu'on va faire, c'est que quand on va vouloir comparer, qu'est-ce qui se passe entre des cellules de personnes saines et des cellules de patients atteints d'une maladie. Nous, dans nos laboratoires, on a accès à des cellules souches. Et en fait, ces cellules souches, on va pouvoir les différencier. Donc, on va pouvoir les transformer dans les cellules qui nous intéressent. Une fois qu'on va pouvoir avoir ces cellules d'intérêt, des neurones, prenons l'exemple des neurones, c'est très difficile d'obtenir des neurones sur une personne. On ne peut pas faire une biopsie de neurones directement chez un patient. On va avoir les neurones d'une personne saine, différenciés à partir des cellules souches d'une personne saine, et des neurones différenciés à partir des cellules souches d'une personne atteinte. Et pourquoi on peut pas prendre les cellules de quelqu'un? Parce qu'aller prélever et faire une biopsie de neurones, si je vous demande est-ce que je peux faire une biopsie de vos neurones, je pense que vous n'allez pas trop être d'accord. Oui, Et ça sous-entend d'aller chercher. ça sous-entend d'aller chercher du tissu. D'accord. Et c'est pour ça. Une biopsie musculaire, c'est quelque chose qu'on accepte et parce que le muscle se régénère. Ah oui, tandis que si on enlève un neurone, En partie. oui. Après, tu as beaucoup en de partie. neurones. Hein. Aller faire une biopsie musculaire chez des patients C'est qui sont très atteints d'une invasif. maladie Bien dégénérescence musculaire, Oui. c'est un petit peu aussi compliqué. sur une personne saine, c'est quelque chose qui est plus accessible en réalité. Même sur une personne saine, si vous voulez faire prélever des neurones, c'est quasiment impossible. Même c'est impossible. Donc en fait, si on veut étudier ce type de cellules qui sont très difficilement approchables par des approches de biopsie, on a des cellules souches de personnes saines et de patients, comme je vous disais, et on va les différencier sur le tissu qui nous intéresse. Ce qui est important, c'est que comme tous les types cellulaires n'expriment pas les mêmes gènes, c'est important d'avoir le tissu d'intérêt. Si par exemple une personne elle va souffrir d'une myopathie, c'est important d'avoir du muscle. Si une personne elle va souffrir d'une neuropathie, c'est important d'avoir des neurones. Donc, Oui. parce que les gènes ne sont pas les mêmes. C'est En logique. fait, toutes les cellules ont exactement tous les gènes, mais elles ne les expriment pas de la même façon. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les niveaux d'expression. Donc en fait, une fois qu'on va avoir ces deux types cellulaires, on va les liser, on va récupérer l'ADN, on va le séquencer, et c'est là que moi je donne la main à Quentin. D'accord. On va récupérer toutes ces données, ça représente une énorme quantité de données, et on va demander quelles sont les différences entre ces cellules, quels sont les gènes qui bougent, quels sont les gènes plus exprimés, moins exprimés, est-ce qu'il y a des fautes de frappe, comme on disait tout à l'heure. Et en fait, c'est là qu'est le travail de Quentin. Je voulais revenir sur l'histoire d'Emma. Une fois que tu as posé... D'abord, ça a donc été long que vous posiez un diagnostic sur ta maladie. Oui. Une fois que tu as posé le nom sur la maladie, le fait d'avoir identifié la maladie, tu étais soulagée ou au contraire inquiète parce que c'est une maladie rare et donc peu traitée?
J'avais 10 ans, du coup, j'avais pas forcément de notion. Ou ta maman. Oui, voilà. Donc, je sais pas trop. C'est vrai qu'on en a pas trop parlé avec ma mère à cette époque-là. Tout s'est mis en place après. En fait, j'ai eu de la kiné, etc. La kiné, ça permet de quand même. En fait, de maintenir Une fonction en tout cas, une stabilité au niveau de ma santé, D'accord. voire une évolution positive. En tout cas. D'accord. Parce que là, je fais des tests tous les ans, je fais un bilan moteur. Ouais. Et du coup, on voit mon évolution. Donc, des fois, ça stagne, des fois, ça redescend un petit peu d'1 point, ou des fois, ça remonte de 2 points. Et globalement, ça reste quand même dans un. Moi, globalement, je stagne, en fait. Oui, effectivement. D'accord. Ça veut dire que c'est parce que tu as des traitements ou parce que la maladie reste à un stade. Mon traitement, c'est la kiné, D'accord. du Il n'y a coup. que ça. Ouais. Donc D'accord. moi, je suis pas, j'ai pas encore, j'ai pas eu d'accès du coup parce qu'il faut faire des bilans moteurs, etc. Il faut faire pour passer en commission pour avoir accès en tout cas aux médicaments comme le Ridisplam ou le Spinraza. Et puis je suis pas dans les prioritaires non plus. D'accord. Et donc oui, non, moi c'est vraiment la kiné est aussi considérée comme voir si c'est un traitement qui fonctionne sur la SMA de type 3 aussi. En tout cas, pour moi, ça fonctionne. Et c'est, on va dire, suffisant, en tout cas pour l'instant, de faire ça. Quand on parle de maladies rares, il y a combien de personnes qui souffrent de la même chose que toi? Parce que j'ai compris qu'il y avait plusieurs, au sein même de cette maladie, il y a plusieurs différents types. Mais de ce que tu souffres exactement, il y a combien de personnes qui ont la même chose? La type 3 alors je sais qu'il y a une chance sur 40 000 à peu près d'avoir la maladie. En tout cas d'être porteur de la maladie, porteur sain je pense aussi. De type 3, moi perso je ne connais pas de personnes qui sont SMA type 3. Moi non plus, sur les sous-types, je n'ai pas les chiffres. D'accord. Oui, On pourrait pas vous dire. Si j'avais compris, l'AFM est de 8000 personnes en France de manière pour un chiffre qui est plus large. Alors ça regroupe 3 millions de malades. Ouais, 3 millions de malades. Ça concerne 3 000 malades et 7 000 maladies. 3 millions Si, ça Non, 3 j'ai dit 3 millions. 000 maladies et 3 millions de personnes C'est en ça. France. en France. En France, oui. Ça veut dire qu'on considère qu'il y a à peu près 5% potentiellement de la population qui peut être atteinte par une maladie génétique. Ça fait une personne sur 20. C'est énorme. C'est beaucoup. Hein. C'est énorme. Tiens, je me demandais, avec les recherches, là, donc il y a des choses qui avancent pas mal. On a eu vers où est-ce que vous allez, vous pensez? Est-ce que vous avez un objectif? Non mais, est-ce qu'on se dit, tiens, on espère aller par là? Ça ne veut pas dire qu'on va l'obtenir, mais Oui, c'est quoi les étapes en fait? vous n'allez pas dans le vide, quoi, je suppose. Il y a quand même une espèce de volonté de trouver quelque chose, ou pas? Dans notre laboratoire à ISTEM, l'objectif c'est de trouver une molécule, un médicament qui permettrait de soigner les pathologies sur lesquelles on travaille dans nos propres équipes de recherche respectives. Donc, En fait, si je peux préciser, la démarche, elle est... Comment dire? Il y a plusieurs types de démarches. Il y a une première démarche qui peut être de comprendre la pathologie. Qu'est-ce qui se passe dans cette pathologie? Il y a des pathologies où on ne comprend pas bien. C'est la première chose à faire en fait. C'est la première avant chose à d'avancer. faire. C'est ce qu'on appelle un peu la compréhension fondamentale de la C'est pathologie. le diagnostic. Ouais, en fait, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe. Et la SMA, par exemple, on la comprend bien? La SMA, on la comprend quand même relativement bien. Alors, il y a quand même des subtilités qui sont quand même assez rigolotes. On sait à quoi c'est dû. On sait que c'est une mutation du gène qui s'appelle SMN, qui va coder pour la protéine du même nom, qui s'appelle, en anglais, c'est Survival Motoneuron Protein. Qu'est-ce que fait le rôle de cette protéine dans la cellule? On ne sait pas. D'accord. Et je vous assure, c'est pas un scoop. Il y a des choses qu'on comprend. Ça a l'air d'étonner Emma. Des choses qu'on ne comprend pas. il y a 20 000 gènes, on ne comprend pas, la fonction des 20 000 gènes. En fait, il y a des choses, les chercheurs, ils adorent dire on sait. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. J'ai envie de dire, depuis le temps qu'on cherche, on n'a On pas a trouvé réussi. plein de choses. On n'a pas réussi à trouver la fonction des 20 000 gènes d'une cellule. Non. On n'a pas encore Loin de séquencé tout l'ADN du génome. On en est à... Enfin, il y a un pourcentage. Je sais pas. Le bout des chromosomes est difficilement accessible. Enfin, il y a pas mal de... Il y a des régions qu'on dit répétées, qui sont très difficilement accessibles aussi. D'accord. Il y a des gènes dont on ne connaît pas les fonctions. C'est encore... on a avancé, hein. Si on revient en arrière. Oui, bien sûr. Il y a quelques années, il y a 30 ans, on ne connaissait pas la composition de l'ADN. Donc bon, aujourd'hui, on a quand même pas mal avancé. Il reste encore du chemin à faire, mais... D'accord, donc première étape, compréhension. Comprendre. Ce qui veut dire aussi qu'il faut faire des études scientifiques. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Absolument. C'est Il y a
Oui, le tout à chantier est découvrir. immense Non, mais, encore. non, mais Absolument. ce sont des métiers qui offrent plein de choses. Des gens ont envie d'aventure. En fait, l'aventure. Enfin, n'est pas faut de- être un peu capé, hein, parce que Oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que non, mais il faut y croire. C'est-à-dire Morgane, que- je sais pas. hein. Non, mais je pense. Moi, je viens d'une famille Faut- avec je un pense beau père scientifique. Capé, je sais pas, mais combien d'années d'études pour arriver là où tu es? quelques-unes. Au collège. Non, c'est une blague. Je sais pas, j'ai fait un doctorat, donc je suis à Bac +8. Après, j'ai fait un premier postdoc qui a duré 3 ans. Là, je suis encore en postdoc, ça fait presque 2 ans maintenant. On est à 10. Et Et- toi, combien d'études après? Pareil, 8 ans pour le doctorat aussi. Et j'ai fait 1 an et demi de postdoc à ISTEM. Et du coup, ça fait pas longtemps là que j'ai été recruté par, C'est son premier job. par le là, il a 29 professeur ans. X. Mais à quel moment le petit Quentin ou le petit Morgane, il se dit j'ai envie de travailler sur des cellules souches devant des pétris ou devant des ordinateurs? Alors moi, c'est un cheminement. Pour Quentin, je sais pas. Je peux parler pour On va moi. le dire après. Moi, c'est un cheminement. En fait, j'ai commencé où je faisais de la biochimie. On était plus proche de la chimie. On était sur des choses très analytiques. Et je me suis dit, waouh, je suis en train de perdre un peu le côté bios, vivant. Et je suis parti au Canada. Et là, je me suis vraiment rapproché des maladies pulmonaires. Et j'ai commencé à travailler sur l'asthme et sur toutes ces maladies pulmonaires. Et je travaillais sur la contraction d'un muscle. Et je me suis dit, c'est génial, mais j'arrive pas à comprendre comment le muscle se contracte, vraiment à l'intérieur du Qu'est-ce qui muscle. fait que ça se contracte ou Comment pas? ça marche, tout ça. Et du coup, je suis parti dans la biologie fondamentale, pure. Je Et suis alors, rentré- t'as trouvé, c'est quoi? C'est la cellule qui se réduit? Ouais, en fait c'est un système, ce que j'ai discuté avec certains streamers, les cellules ont une architecture, les cellules ont un squelette à l'intérieur qui leur permet de se maintenir, de se mouvoir, de se contracter. En fait, tout ça c'est un réseau de fibres, et en fait tout ce réseau de fibres, il va glisser les uns sur les autres, et c'est ces interactions qui va faire qu'une cellule elle va se contracter ou elle va se relaxer. Et ça, j'ai fait un premier post-doctorat où j'ai fait de la biologie purement fondamentale, où mon but c'était de comprendre comment le squelette d'une cellule fonctionne. Et après je me suis dit, c'est un peu trop fondamental. Là je suis un peu perdu parce que j'arrivais pas à me rapprocher. Tu voulais du concret un Je peu. voulais un peu plus de concret. Et je me suis rapproché en fait de ma directrice aujourd'hui, qui est Cécile Martina, où en fait elle m'a proposé de travailler en fait sur la myotrophie spinale et sur les myopathies. Et en fait justement d'allier ce côté un peu recherche fondamentale, cellules souches, et donc un peu de se rapprocher du concret. Donc ça a été vraiment un cheminement. Et toi? Alors pour moi, T'es venu par l'informatique ou par la biologie? Parce alors qu'en je suis fait- venu par la biologie. D'accord. J'ai une licence de bio pure et je me suis orienté pendant le master sur la bioinfo. J'étais vraiment séduit par le côté informatique et le côté biologie. Alors après, qu'est-ce que j'allais faire dans la recherche, je ne savais pas trop. Mais lors d'un stage que j'ai fait au Généton à l'époque, Ouais. là j'ai été vraiment séduit par l'AFM Téléthon en fait. Et le fait d'être au contact des patients, etc., ça m'a vraiment motivé. Et je me suis donné un but de vraiment de soigner le maximum de patients. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du rapport entre patient et chercheur. Parce que... Justement, J'ai une anecdote sur ce qui m'a fait le déclic. Quand j'étais en stage au Généton, il fallait monter des escaliers pour arriver au laboratoire de recherche. Et il y avait un tableau au premier palier, en noir et blanc. C'était une maman qui poussait le fauteuil roulant de son fils, qui devait potentiellement être atteint d'une myopathie de Duchenne. Et quand j'ai vu ce visage de cette maman tous les jours pendant plus de 6 mois de stage, à la fin de mon stage, j'étais convaincu. Je me suis dit, si cette maman, elle se donne sur cette photo-là, avec vraiment les muscles contractés, ça se voit qu'elle n'a qu'un but, c'est d'aider son fils et de donner son maximum, je dois faire pareil. C'est ce qui m'a donné un petit peu l'envie d'être là aujourd'hui et après avoir fait une thèse ailleurs que dans la FM, de retourner, grâce à Xavier qui m'a donné ma chance, à ISTEM et de réêtre dans la galaxie, etc. et toi, Morgane, justement, ce rapport avec les gens, tu disais que ça manquait un peu de concret après ce que tu faisais. Ici, c'est concret. Absolument. En fait, c'est un peu la force du Téléthon, je dirais, c'est qu'on a un retour direct sur les implications qu'on a. On a des interactions avec les patients, comme on disait tout à l'heure. Est-ce que ça a un impact sur ta réflexion? Bien sûr, parce que en fait, si potentiellement on arrive à trouver quelque chose, je dis potentiellement parce que c'est pas évident, hein, l'impact on l'aura là, en fait. Le Zolgen SMA, en fait, la thérapie génique sur la myotrophie spinale, ça se voit là, en fait. Oui, mais alors justement, j'avais une question pour Emma. Tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas prioritaire sur jamais il y avait un traitement. Est-ce que c'est parce que la maladie est trop avancée chez toi, ou est-ce que, pourquoi, et comment tu vois justement ces recherches fondamentales et le fait que c'est long,
on n'est pas sûr de trouver. Enfin, le chemin, il est encore immense, quoi. Donc, Là, c'est parce que concrètement, ça, c'était surtout sur les médicaments, en tout cas de Ridisplam et de Spinraza. En fait, moi, mes bilans moteurs, vu qu'ils sont stables, ils sont pas. D'accord, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas le besoin en fait D'accord. prioritaire parce que je n'ai pas de dégénérescence trop rapide. Parce qu'après, il faut passer en commission européenne, je crois, un truc dans le genre, pour aussi avoir accès, en tout cas, à ces médicaments D'accord. qui sont encore en phase d'étude, je crois bien. Oui, puis en fait, pour justement ces médicaments, le but c'est de bloquer la dégénérescence. Ouais. En fait, dans la mesure où tu es stable, en fait, pour Oui, c'est ça. l'instant, c'est. Il n'y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin. Et du coup, enfin, en tout cas, ça avance bien. Et genre, je suis au courant petit à petit, moi, avec en tout cas mon professeur. Et puis, en tout cas, grâce au Téléthon, parce que comme ça, en plus, je peux parler avec les chercheurs directement. Leur poser des questions, où ils en sont, vous en êtes où? À quoi ressemble mon ADN? On en est là. Non, en vrai, c'est super intéressant parce qu'en plus, ça fait que je comprends, grâce à ça, comment ça fonctionne. Moi, c'est parce que l'année dernière, je ne sais pas si tu travailles avec Pierra, mais Pierra m'a expliqué et m'a vulgarisé un peu comment en fait était fait mon ADN. Et genre, j'ai trouvé ça juste fascinant. C'est vraiment que c'est assez dingue comment le corps est fait, et l'ADN, moi, en tout cas, me fascine beaucoup. Donc, Le fait de comprendre tout ça, ça t'aide à accepter la maladie? De mieux la comprendre, et en fait, c'est plus voir à peu près comment est fait la mécanique humaine aussi, et c'est assez incroyable, avec surtout tout ce qu'on entend sur les ARN, sur l'ADN, sur l'épigénétique, etc. Enfin, sur toute la génétique, tout ce qui est englobé. Je trouve que c'est fabuleux de comment on est fait, en fait, sur tout ça. Est-ce que pour vous, ces rencontres, est-ce que c'est pas aussi une forme de, il n'y a pas une forme de pression d'avoir des gens qui sont malades devant vous et qui attendent quelque chose? Ah bah c'est sûr, c'est complètement. On a la pression, c'est clair. Et c'est quelque chose qui nous motive au quotidien, comme je le disais tout à l'heure. C'est vrai que de ne pas être au contact des patients et de travailler dans son petit laboratoire au fin fond du monde, sans jamais avoir de retour sur ce qu'on fait, je pense qu'on finit par peut-être être démotivé. D'où l'intérêt de ce genre de manifestation, Bien sûr. en fait. Bien sûr. Et on parlait avec le docteur Nissan hier, il dit qu'avant, quand on entame un process ou une étude, on est sur 10 ou 15 ans. C'est-à-dire que dans une vie de chercheur, potentiellement, et c'est même pas sûr, on va trouver deux choses. 2 fois 15 ans, ça fait 30 ans de carrière. Certains ne trouvent rien. Finalement, est-ce que ça, c'est pas démoralisant pour le coup? Se dire que le bout du tunnel, il est très très loin, quoi. C'est vrai, mais si on le fait pas, personne le fera. Ah non, mais ça, je suis d'accord. Mais Et est-ce que justement, il y a besoin de se fixer des étapes, de se dire, il faut qu'on arrive à tel but, Bien sûr, à tel bien sûr. moment, avant telle date, pour que ça avance? c'est ce qu'on fait en fait. La réalité du terrain, c'est vraiment, on travaille à la deadline énormément, et on sait que à telle date, il faut qu'on en arrive là. Et en fait, c'est nous-mêmes qui devons nous mettre la pression en fait pour réussir à avancer, parce que sinon, justement, très facilement, on peut se dire oh là là, 15 ans, 10 ans, 30 ans. En fait, on a besoin de se mettre des temps auxquels on avance. Et c'est pour ça que on a beaucoup de réunions où on discute des avancées. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Parce que c'est international la recherche, Oui. on n'est pas qu'en France. Qu'est-ce qu'à l'autre bout de la planète ils ont trouvé? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Comment est-ce qu'ensemble on peut avancer? Mais le but c'est de jalonner en fait, c'est vraiment de tac tac tac, on avance par étapes quoi. Pour répondre aussi à ta question, Thierry, mon beau-père, il était docteur en bio et en chimie, et il a fait la recherche toute sa vie. Et en fait, lui, il voulait pas trouver. Enfin, c'était pas, non, mais c'est pas qu'il voulait pas, c'est que lui était vraiment dans un processus où il collectait des données et il faisait partie d'un grand tout. Et en fait, il dit, pour lui, il ne serait pas dans le temps où les données seraient suffisantes. Mais il dit, en fait, pour le prochain. Et lui, ça lui suffisait de se dire que, en fait, il avait travaillé sur d'autres médicaments avant. Et en fait, là, il dit, voilà, on y arrivera, mais c'est trop tôt, il manque des choses. Mais lui, il avait c'était suffisant pour lui de se dire, on va y arriver, il faut du temps. Et, Tu voulais dire quelque chose? oui, Oui, c'était par rapport aussi à des bonnes surprises que vous pouvez sans doute avoir aussi lors de recherche. Si j'ai bien compris, le Ridisplam, en tout cas, toutes ces molécules-là étaient faites pour, donc, comme tu disais, stopper en tout cas la dégénérescence de la maladie. Mais en fait, ils ont remarqué aussi qu'il y a des gens qui récupéraient des fonctions perdues. Et du coup, ça a été assez incroyable de ce que j'ai compris de la bouche de certains chercheurs et chercheuses. C'était le fait que c'était une très bonne nouvelle, en fait.
J'ai encore une petite question. On parle d'international. Est-ce que vous vous connectez aux résultats des autres ou est-ce que vous travaillez avec des gens qui sont en Australie ou comment ça se passe au niveau de cette recherche, ce partage de connaissances? En fait, quand on fait de la recherche, quand on découvre quelque chose, on passe par un processus qu'on appelle de publication. Et ce processus de publication, on va décrire nos travaux de recherche dans un journal, dans des journaux à comité, donc des journaux scientifiques qui sont, on ne va pas rentrer dans les détails de ces journaux, mais oui, c'est particulier. Hein, oui. En fait, comme c'est difficile, comme on travaille, j'ai les mots en anglais, comme on travaille à la limite de la connaissance, c'est difficile d'évaluer les travaux de quelqu'un. Donc en fait, on est sur ce qu'on appelle des journaux où on est évalué par nos pairs. Ça veut dire que ce sont les chercheurs qui sont au même niveau que nous ou autres qui vont évaluer nos travaux. Vous partagez en fait, et eux, ils ont un œil neuf sur ce que vous proposez en fait. Absolument. Donc ça, et ils disent si oui ou non, vous êtes dans ça mérite d'être publié. D'accord. Une fois qu'on a eu l'aval de nos pairs, on le publie. Donc en fait, on va publier ça dans un journal. Et ces journaux, aujourd'hui, on travaille sur Internet. C'est une énorme base de données qui s'appelle PubMed, sur laquelle on va pouvoir aller chercher. Et en fait, en tapant des mots-clés, on va être capable de trouver les articles qui sortent sur telle maladie ou sur telle protéine ou sur tel gène. Donc, international. C'est juste le PubMed, c'est ça? Ouais. C'est accessible à tout le monde ou c'est que pour vous? Alors c'est accessible à tout le monde. N'importe qui peut y aller. En fait, depuis Après, il faut comprendre. Hein. Alors c'est en anglais. La science travaille. Ça, c'est pas le principal, à mon avis. Voilà. C'est pas le principal obstacle. Ce sont des articles qui ne sont pas vulgarisés. C'est ça. Ça veut dire que ce sont des articles qui sont faits par les scientifiques pour les scientifiques. Ouais. Il n'y a absolument pas de vulgarisation. C'est pas le but. C'est pas le but en fait, justement, absolument. Ce n'est pas le but. Il y a des choses qui sont extrêmement complexes. Je veux dire, moi, pour les lire, même si c'est mon domaine de recherche, ça peut me prendre 2 heures à être pleinement concentré sur ce que je suis en train de lire. C'est du travail. Enfin, là, je veux dire, on rentre vraiment dans le boulot. Mais on travaille avec des Australiens, avec des Canadiens, avec des Chinois, des Japonais. Il y a des pays qui sont plus en avance que d'autres. Et question sous-jacente, est-ce qu'il y a des pays où il y a plus de moyens dans la recherche et donc ça leur donne plus d'avance? Bien sûr. Quand on voit ce que les États-Unis dépensent, investissent dans la recherche, clairement, ils ont beaucoup plus de moyens. Quand on voit ce que les Canadiens investissent, on peut dire que clairement, il y a plus de moyens. Les Américains veulent des Oscars, des prix Nobel. Enfin, je veux dire, il y a aussi ça pour certaines écoles. Ma question, je vais la répéter. Mais donc, parce que c'était un peu ça, mais donc, il n'y a pas de discussion en amont des publications. Il n'y a pas de l'échange. Vas-y, je t'en prie. Il y a un autre moyen de faire connaître nos travaux aussi, c'est aussi de faire des congrès. On voyage à l'étranger, parfois en équipe, parfois tout seul, et on présente nos travaux de recherche devant nos pairs. Donc ça peut être des congrès uniquement nationaux. Donc on se déplace en France et on présente devant nos compères français, ou alors à l'international. Et donc là, on a des échanges avec nos confrères internationaux, dans notre domaine, et experts des maladies parfois sur lesquelles on travaille. Donc là, on a clairement un échange très intéressant sur les pathologies sur lesquelles on travaille. Et on peut aussi démarrer des collaborations avec ces échanges qu'on a avec ces experts internationaux. En amont. Justement. Ça peut être en amont d'une publication. Ou ça peut être aussi une publication qu'on va aller présenter. Donc parce qu'au final, une publication, c'est des travaux de recherche. Donc on peut aussi aller présenter une publication pendant un congrès. Et développer des nouvelles collaborations via un travail qui a été intéressant pour des pairs à l'étranger. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des pays où il y avait beaucoup plus de moyens, donc la recherche avançait plus vite. Ma question, c'est si on mettait tout l'argent dont vous avez besoin, d'un seul coup, en un claquement de doigts, est-ce que ça ferait faire un bond? Ou il faut quand même un temps de travail, de recherche, et que cette longueur de temps et d'aboutissement, il aura de toute façon, il sera toujours très long, même s'il y a beaucoup d'argent et même s'il y a beaucoup de gens qui cherchent. C'est assez difficile en réalité comme question pour répondre. Potentiellement, je pense qu'il y aurait des équipes de recherche qui pourraient utiliser de la technologie dont ils n'ont pas les moyens de s'offrir aujourd'hui. Les robots qui analysent, tout ça, quoi. Potentiellement. Qui coûtent très très cher. Des microscopes. On a vu avec Xavier des microscopes qui valent 1 500 000 €, des robots qui sont adaptés de l'industrie automobile pour bouger des choses qui valent jusqu'à 500 000 € pièce. Donc tout ça, ça aiderait.
Potentiellement, Les moyens seraient plus importants. les outils seraient plus importants. Mais la réflexion humaine, elle va pas. Absolument. C'est pas l'argent qui. Absolument. La réflexion, elle est pas. On peut pas la pousser. Ben, en fait, c'était Serge Braun qui avait montré une vidéo qui avait dit quelque chose à l'Institut des biothérapies. Il disait, si on donne 10 000 € à des chercheurs, ils auront des idées à 10 000 €. Si on donne 1 million d'euros à des chercheurs, ils auront des idées à 1 million d'euros. Et d'un côté, j'ai trouvé ça vrai, en fait. Et donc, en fait, je pense que plus on a de moyens et plus on se laisse à avoir des idées un peu plus farfelues, peut-être, et à tenter des choses qui sont plus out of the box, si je peux dire, comme les Américains ils disent. Mais est-ce que ça irait plus vite? Je sais pas. En fait, j'ai pas la réponse. Est-ce que si on reprenait une partie de cet argent et on l'investissait dans l'enseignement et pour justement former des scientifiques? Dans la transmission? Oui. Ouais. Parce qu'il y a ça aussi. Tout à l'heure, je disais, j'essayais de convaincre des gens de faire des carrières scientifiques. C'est quelque chose qui manque. Les gens qui vont dans les filières scientifiques, on en parle régulièrement, des mathématiques et d'autres choses. Est-ce qu'il faudrait aussi réfléchir à mettre une partie de cet argent-là là-dedans, pour motiver les jeunes, mieux expliquer la science et les amener vers des carrières comme vous? Après, j'ai envie de dire, dans la recherche, il y a aussi le métier de maître de conférence, comme on l'appelle, où c'est des chercheurs dans notre domaine qui sont à la fois chercheurs et à la fois enseignants à la fac. Donc donner plus de moyens aux chercheurs, c'est en même temps donner un peu plus de moyens à des universitaires. Non, moi, c'est même plus loin. Après, je parle au collège, parce qu'il faut que les gens veuillent aller à l'université. Mais nous, on fait des interventions tous les ans. Ça s'appelle les 1000 chercheurs. Ouais. C'est une initiative qui a été développée par notre directeur scientifique, qui s'appelle Marc Péchanski, et qui maintenant est très connu et qui est promu à l'AFM. On invite tous les chercheurs de la galaxie à se déplacer dans les collèges et lycées pour intervenir auprès des jeunes, les sensibiliser à la recherche, les sensibiliser également à la FM Téléthon. Et en fait, on a souvent des bons retours. Et mon chef aime bien le dire souvent. Dans notre équipe, on a une thésarde et il l'a eu en 1000 chercheurs et il lui a donné envie de faire de la recherche. Et aujourd'hui, elle se retrouve dans notre équipe. Donc ça marche. Et si maintenant, là, on le fait juste en quelques phrases, qu'est-ce que vous dites à des jeunes pour qu'ils fassent... Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes pour qu'ils fassent des études scientifiques? L'un et l'autre. C'est pas l'argent qui vous motive. On ne devient pas riche en étant chercheur. Clairement. On est d'accord. Mais est-ce qu'on est quand même suffisamment payé? C'est une question sous-jacente à la sienne. Mais... Alors, il y a deux questions. Qu'est-ce que je dirais à un jeune aujourd'hui? En fait, je pense qu'il faut avoir un petit peu des questions un peu métaphysiques. En fait, moi, c'est ce qui m'a drivé dans la recherche. Clairement, ça a été comment la biologie ça fonctionne en fait. Sauf qu'à un moment, tu as eu besoin de concret quand même. Absolument. Mais c'est ce qui m'y a amené au tout début, quand j'étais jeune. En fait, ça a vraiment été ça. Et je pense qu'il faut voir, pour la biologie, je connais très peu la physique et les mathématiques, mais je dirais qu'il y a un côté magique en fait en biologie. Et il y a encore énormément de choses à découvrir. Et donc, venez découvrir un petit peu cette magie, et c'est ce que je dirais. Peut-être que ça convaincra personne, je sais pas. Je pense qu'il faut de toute façon beaucoup de discours différents. Oui, il n'y a pas un discours, et je pense que justement, et c'est pour ça que j'ai dit. Mais voilà, Emma avait l'air de souscrire à ce discours. Oui, parce que c'est vraiment ce que tu disais, c'est vraiment magique en fait. Et même moi qui découvre vraiment ça, qui m'y intéresse depuis très peu. Tu as envie d'en faire ton métier? Non, moi je travaille déjà dans le jeu vidéo. D'accord. Ah oui, donc rien à voir. Pardon. Rien à voir. Mais c'est aussi il y en un peu a magique. quelques-uns ici. C'est aussi un peu magique le jeu vidéo. Oui, c'est sûr, mais du coup. C'est surtout la première industrie de divertissement au monde. Donc, exactement. Mais ouais, je trouve que c'est. En tout cas, moi qui regarde les trucs de vulgarisation, etc., je trouve déjà ça fabuleux. Alors en plus, avoir vraiment les mains dedans, ça doit être. Vraiment, je vais aller le bombarder de questions tout à l'heure, Morgane. Hein. Et sur le salaire, est-ce qu'on est assez payé? Je voudrais qu'il réponde aussi. Et toi, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui se pose des questions? Et pourquoi je dirais là? Ajouter sa pierre à l'édifice de comprendre la vie, comment ça marche, comment les cellules marchent, comment le corps humain marche. Moi, je trouve ça génial, en fait. On a la chance de pouvoir écrire notre nom dans un bout d'histoire et de dire, mais voilà, on a trouvé quelque chose qui expliquait la vie, comment une cellule marche, etc. Je trouve ça génial, en fait.
Est-ce que les progrès se font, on sait que le progrès humain c'est toujours exponentiel, est-ce que dans votre domaine aussi, les réussites et les avancées sont exponentielles? C'est-à-dire plus on avance, plus on trouve, ou est-ce que la progression se fait, la pente est longue et lente? Je dirais que ça dépend des domaines. Et je dirais que l'évolution de la recherche dépend également de la technique. Parce qu'en fait, quand on a commencé à voir les cellules, c'est parce qu'il y avait des physiciens qui avaient découvert les microscopes. Donc c'est les outils en fait. Absolument. En fait, on avance conjointement. C'est un peu comme ça, non? C'est par escalier. C'est par escalier. Je pense que c'est par escalier. J'aurais tendance à dire ça. Mais avec l'AI, on va franchir des bonds considérables. Et là, c'est plus pour toi. L'intelligence artificielle, on a l'impression qu'il y a un virage à prendre qui se joue maintenant. Et si on ne développera pas les outils du futur qu'on utilisera pour faire avancer la recherche, en tout cas, il faut utiliser dès aujourd'hui ceux qui sont disponibles parce que ça commence à affluer. Le nombre d'outils qui arrivent sur le marché pour faire avancer la recherche sont conséquents. Il faut apprendre à les utiliser et commencer à les utiliser parce qu'une fois que le train sera parti, il sera trop tard. Salaire. Le salaire. Je ne demande pas combien vous gagnez, mais est-ce que vous diriez aujourd'hui, sans aucune revendication, aujourd'hui un chercheur, il est suffisamment payé pour ce qu'il fait ou... Non. D'accord. Est-ce qu'on arrive à vivre? Oui. Est-ce qu'on pourrait vivre mieux? Et donc quand on vit mieux, on réfléchit mieux quand même. Non, en fait, moi je pense que la question, il faudrait regarder un peu comment les autres pays payent leurs chercheurs aussi. Et ils les payent mieux. Je réponds tout de suite. Alors, Ah non, mais en c'est sûr. Europe, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr qu'en Europe, tu trouves beaucoup de pays qui payent autant qu'en France, tu vois. En Allemagne, ils sont quand même mieux payés, non? En Allemagne, ils sont mieux payés. En Angleterre, regarde les salaires. En tu Angleterre, verras je que sais c'est pas trop. terrible. En fait, moi, je me base sur ce que je connais, mais je vois par rapport au Canada. En fait, Eh, c'est loin de l'Europe, ça. c'est loin de l'Europe, c'est vrai, mais pour avoir... c'est en Europe, le Canada. Pour avoir travaillé longtemps là-bas, en fait, un chercheur qui commence en début de carrière, et il a à peu près payé 80 000 euros par an, 90 000 euros par an, en début de carrière. On est loin des chiffres français. Mais alors, sans parler de la tentation du privé, parce que je pense que c'est quelque chose qui est totalement pas Absolument. du tout dans votre spectre, est-ce que vous avez la tentation de Venise, c'est-à-dire d'aller dans d'autres pays où vous pourriez faire ce que vous faites, de la recherche, pas forcément dans un labo privé, mais pour le bien commun, et en étant mieux payé? Ou est-ce que vous êtes attaché à votre pays en disant « c'est ici que je dois le faire » On a l'occasion de faire ce qu'on appelle un post-doctorat après la thèse, qui est un petit peu aller chercher des compétences dans notre domaine ou dans un autre domaine où on n'a pas de compétences. Le mieux, c'est de le faire à l'étranger et de pour revenir, en fait en France avec pour les en faire compétences. profiter tout le monde. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on peut tous envisager. Après, le problème, c'est qu'on finit notre thèse, on approche la trentaine et souvent, on a une situation familiale qui empêche De partir. voilà. Simplement, Voilà. oui. Et tu vas le faire ou pas? Moi, je le ferai pas, non. Je suis bien installé avec une femme et un fils, donc je bougerai pas de là où je suis. Et toi, Morgane, tu l'as fait? Bah, moi, Non, je suis t'as fait parti- deux, toi. en fait- Non, en fait, moi, j'ai eu la chance de partir avant d'avoir ma femme et mon fils. En fait, quand je suis parti au Canada quand j'avais 25 ans. Et j'ai vécu 4 ans là-bas. Et donc, j'ai fait mon doctorat. Et après, je suis rentré à Paris pour mon premier post-doctorat. Et j'y suis resté, en fait. Est-ce que j'ai réfléchi à repartir à l'étranger? Clairement, en fait. Ah oui, Ah oui, clairement, j'ai réfléchi. d'accord. Aujourd'hui, la vie, elle se réfléchit plus en question de salaire, en fait. Oui, le salaire c'est une question, mais j'ai ma vie. Enfin, je veux dire, j'ai ma femme, j'ai mon enfant, j'ai ma famille. En fait, un salaire, c'est un salaire. C'est vrai, c'est un chiffre. Mais C'est un élément de... c'est un élément de beaucoup de choses. Donc dans la balance, il faut tout mettre. Donc c'est... aujourd'hui, non, je partirai pas. En parlant d'étrangers, on ne parle pas beaucoup de la Chine dans votre secteur d'activité. Est-ce qu'il y a des collaborations? Est-ce qu'ils publient? Parce que les magazines, c'est souvent, on parle beaucoup des États-Unis et d'autres choses. Mais est-ce que les Chinois, ils sont là? Est-ce que ça publie aussi? Est-ce que vous avez des échanges avec eux? Il me semble qu'il y a un détachement de l'université qui est rattaché à côté de notre laboratoire qui fait des cours en Chine. Maintenant, des contacts en Chine Ça publie énormément. à des noms asiatiques dans la littérature.
on en voit constamment. D'accord. Ça publie énormément. Tu vois beaucoup de noms asiatiques dans les articles que tu peux lire au quotidien, donc sur PubMed, comme a évoqué Morgane tout à l'heure. On sent que la recherche, il y a eu un shift en Asie où il y a beaucoup de moyens qui ont été mis pour faire avancer la recherche là-bas. Une dernière question. Je ne sais pas quel âge ont vos enfants. Comment vous allez leur décrire votre métier ou comment vous leur décrivez votre métier? Parce que chercheur, Lui dit qu'il fait de la magie et Louis Oui. il sur un ordinateur. Donc c'est ça, mais Alors ils sont petits, on a le temps d'y réfléchir. d'accord. Et une toute dernière question. Quel regard tu portes sur des gens comme Quentin et Morgane? Admiratif. Ouais, c'est plus de l'admiration et puis de la fascination dans le fait de vouloir aussi comprendre tout ce qu'ils savent et parce qu'ils ont aussi. On sent une grande curiosité. Oui, parce de ta part. qu'ils ont une connaissance déjà en fait Enfin, moi, je considère qu'ils ont déjà une connaissance de ce que j'ai dans mon ADN et du coup, c'est intéressant aussi qu'ils m'expliquent comment je fonctionne aussi. Donc c'est pour ça que je suis assez fascinée par tout ça, quoi. Est-ce que on peut dire que Ce sera la dernière question. moi, C'est ce qu'on me dit dans l'oreillette. D'accord. Est-ce que tu trouves ça rassurant ou tu vois de rencontrer des chercheurs qui travaillent sur ta maladie? En vrai, c'est assez chouette. Vraiment, je trouve que c'est très nécessaire de se rencontrer parce que ça montre qu'il y a des gens qui travaillent. Ça permet de discuter, d'échanger des informations, de mieux comprendre aussi ma maladie, comment ça fonctionne, etc. Et puis, ouais, ça montre qu'il y a vraiment des gens qui travaillent tous les jours, qui se lèvent, etc. pour faire de la recherche et c'est hyper intéressant, quoi. Et puis se tenir aussi au courant des dernières actualités, etc. Sachant quand ils se lèvent, ils sont pas sûrs de trouver tous les jours quelque chose. C'est sûr. Alors on n'est pas sûr tous les jours. Puis des fois le soir on rentre à la maison et on dit c'était vraiment une mauvaise journée. mais on revient quand même le lendemain. Hein. Merci Ouais. à tous. Merci beaucoup. Tu voulais rajouter un mot, Emma? Non, Je te laisse du coup, c'était conclure. bon, merci beaucoup. Voilà. Merci Merci à vous. Merci. pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Merci.